Bonjour, je suis Lorraine Thévin. Je vais vous présenter du coup comment la réalité virtuelle peut aider à balayer les idées reçues dans la déficience visuelle et notamment dans le cadre de la sensibilisation. Je vais commencer par les présentations. Donc voilà, je suis chercheuse en informatique en accessibilité dans le cadre du handicap et notamment la déficience visuelle et en interaction humain-machine. Là, c'est une étude que j'ai commencé à faire à l'université LMU de Munich en Allemagne et maintenant je suis maîtresse de conférence à l'UCO Bretagne Sud, à Vannes. C'est une étude qu'on a fait avec toute une équipe, donc notamment Emmanuel Tourneur, qui est AVGiste, Karine Briand, instructrice en locomotion, Chloé Brochard, conseillère en compensation technique, et Nathalie Bujosa, qui est orthoptiste. Et évidemment, donc c'est des personnes de l'IRSA, et on a eu le soutien de la direction de l'IRSA pour ce projet qui a permis de libérer du temps pour les professionnels et aussi grâce à un financement de l'UNADEV qui a permis ce projet. Et en fait, c'est un projet finalement sur la sensibilisation pour lutter contre les idées reçues. Et qu'est-ce que la sensibilisation et quelle est son importance? Donc les buts de la sensibilisation, ça va être de développer de l'empathie envers une situation ou un groupe et du coup de donner des clés de réflexion aux personnes qui suivent la sensibilisation pour penser un peu ces situations ou les situations liées au groupe pour lequel on développe de l'empathie. Il va y avoir aussi des connaissances de l'autre, par exemple dans notre cas sur les personnes avec déficience visuelle ou sur la déficience visuelle en général, et également des connaissances pratiques qu'on va pouvoir mettre en place quand on rencontre ces situations ou voilà, pour pouvoir faire quelque chose au lieu de juste observer ce qui est en train de se passer. Et est-ce que c'est anodin la sensibilisation? Mais en fait, pas du tout. Il y a plusieurs travaux qui montrent que la sensibilisation peut mener à aucune réduction des attitudes négatives, mais également une baisse de soutien avec une sorte d'idée qu'on peut appeler de l'eugénisme ou de l'eugénisme modéré, qui est que les personnes, par exemple, dans le cadre de la déficience visuelle, ont moins de potentiel visuel et du coup, c'est normal qu'elles aient plus de difficultés. Ou alors dans une vision plus darwiniste, que c'est l'évolution et qu'elles n'auraient pas pu faire ça si la société ne les aidait pas. Il peut y avoir aussi une augmentation des barrières, c'est-à-dire qu'en augmentant la connaissance de l'autre, on va aussi augmenter la connaissance de la différence entre notre propre groupe ou nos situations et les situations de l'autre. Et donc ça peut faire un espèce d'écart qu'il n'y avait pas forcément avant du fait de la non-connaissance. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'était dans la sensibilisation, est-ce qu'on ne pouvait pas partir des idées reçues un peu pour lutter contre un certain nombre d'effets négatifs et puis en même temps aider l'empathie et les connaissances qu'on va avoir sur l'autre ou les connaissances pratiques à partir des choses que naturellement les personnes vont penser un peu différemment et qui vont être des idées reçues assez ancrées qu'on va pouvoir du coup travailler sur la connaissance de l'autre et les connaissances pratiques en partant des idées reçues qui peuvent être modifiées. Donc, quelles idées reçues dans le cadre de la déficience visuelle? On a travaillé sur plusieurs idées reçues, par exemple l'idée que la majorité des personnes en situation de déficience visuelle sont en cécité totale, alors que si on prend les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on est plutôt vers 80-90% de personnes en situation de malvoyance et seulement 10% de situations de personnes de non-voyance. Et sur ces personnes en situation de non-voyance, suivant les études, on se retrouve avec moins de 10% de situations de personnes en situation de cécité totale des deux yeux. Donc en fait, on va avoir seulement quelques pourcents, et en tout cas moins de 5%, donc 95% des personnes en situation de déficience visuelle ne sont pas en cécité totale. D'autres idées reçues qu'on a pu rencontrer au niveau du grand public ou même des proches, c'est que la malvoyance, c'était voir flou. Il y a cette image que la malvoyance, c'est voilà, une baisse de l'acuité visuelle, et alors qu'il y a par exemple une vision tubulaire, il va y avoir des scotums centraux, la vision de la couleur, etc., ou l'éblouissement. Et après, il y a une autre idée reçue qui est que les personnes qui sont en situation de malvoyance ont une conscience de la limite de leur vision. C'est-à-dire qu'elles vont savoir s'ils ont une vision tubulaire, tout ce que les autres personnes auraient vu et quelles sont les informations qu'elles manquent.
ou par exemple, quelle est la limite d'un scotum, où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il s'arrête. Donc, on peut facilement regarder à côté. Et donc, du coup, quelles activités on a proposées et on peut mettre en place? Certaines sont déjà mises en place par les professionnels, notamment, c'est avoir une partie théorie et définition, qui se fait déjà dans le cadre des situations par des professionnels, peut-être un peu moins dans le cadre de la déficience des travaux qu'on va trouver en informatique ou des choses comme ça. Et pour le point sur la malvoyance qui est égal à voir flou, on propose de simuler les grands types de déficiences visuelles en incluant la vision tubulaire, donc une vision tunnel, et le scotum central, qui sont moins connus. Alors c'est aussi des choses, on va le voir dans la slide d'après, qui sont faites par les professionnels et par les avec des lunettes de simulation par exemple. Et alors quelque chose qu'on voulait faire aussi, c'est par rapport à la limite, la conscience de la limite de la vision, on voulait faire quelque chose de peu perceptible. Alors qu'est-ce qui se fait actuellement? On va trouver notamment un simulateur qui n'est pas informatique, des lunettes avec par exemple des modifications des filtres de couleur, des taches ou des trous qui vont permettre de limiter les champs visuels, etc. Et ça, c'est un peu ce qu'on va trouver dans les simulations informatiques. On va avoir pour un scotum une tache noire ou blanche au niveau du champ de vision, par exemple, ou pour une vision tubulaire, on va cacher le tour de l'image. Alors qu'on peut... Par contre, c'est vrai que les personnes qui sont pas forcément conscientes, comme nous, on n'a pas forcément conscience de ce qu'on voit pas dans le dos, alors qu'on n'a pas de champ visuel à l'arrière de la tête. Donc, voici un exemple sur comment la simulation numérique, et notamment en 3D, où on peut vraiment se déplacer dans les environnements, donc on verra la réalité virtuelle juste après, cette simulation numérique peut lutter contre les idées reçues en faisant un cas d'autocomplétion pour le scotum. Donc, sur la droite, on va avoir un scotum qui est défini, sur la gauche, un scotum qui est défini par un cercle noir, un peu comme les visions classiques. Par contre, sur la droite, au même endroit, on a un scotum, et en fait, ici, on va perdre des détails ou des objets vont disparaître. Par exemple, on va voir le stylo bleu ici qui va s'effacer, et la chaise qui va également disparaître parce que la table est dans le champ de vision ici, donc la table est reconstruite, mais pas forcément la chaise. Donc voici une vidéo comparative où là, on va voir les mobiliers qui disparaissent dans le centre de vision. On va voir également les meubles dans la bibliothèque qui vont disparaître au fond quand on regarde. Pour simuler l'autocomplétion, on va voir la perte de détails. Là, sur la feuille, les écritures peuvent disparaître. Et sur le tableau, c'est pareil, en fait, si vous n'aviez pas remarqué jusque-là. Mais si on se rapproche, on voit mieux les détails parce que le scotum prend moins de place sur les mots. On va avoir également le même effet sur le clavier, par exemple, où de loin, les lettres disparaissent, mais c'est quand même assez discret. C'est beaucoup plus dur de voir la limite, surtout quand ça suit le regard. Et par contre, quand on se rapproche, on voit beaucoup mieux. Donc ça, c'était le cas de l'autocomplétion, en fait. Mais c'est qu'une seule petite partie, la simulation de la déficience visuelle, parce qu'on a, en fait, la situation de handicap ne vient pas directement de la déficience visuelle, et dans le cas de la simulation, on va aller beaucoup plus loin que juste qu'est-ce que ça fait d'avoir un scotum ou d'avoir une vision tunnel visuellement. Donc on a plusieurs messages à éviter. Le problème, c'est que la déficience visuelle est le problème ou la source du problème, parce que ça va venir en situation avec l'environnement. Quand on écoute la radio, par exemple, on n'a aucun handicap, on n'est pas en situation de handicap, parce que les gens vont décrire les lieux, par exemple, et ça n'utilise pas la vision. Donc la déficience visuelle n'est pas la source du problème, et on veut éviter que ce soit un des messages qui passe. Autre message à éviter, les personnes ayant un handicap ne sont pas capables. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les personnes en situation de handicap ne sont pas autonomes, et le fait d'axer vraiment seulement sur la difficulté, ça peut renforcer les comportements liés à la croyance que les personnes avec une déficience visuelle ne sont pas autonomes, et par exemple, les guider sans leur demander leur avis, s'adresser à l'accompagnant ou à l'accompagnante, etc. Autre message à éviter, se sentir heureux de ne pas avoir de déficience. Voilà. Parce que donc c'est un peu des réactions qu'on peut avoir assez au premier degré après une sensibilisation. Et enfin, le message d'idée, c'est qu'il n'y a rien à faire en cas de déficience visuelle, alors qu'il y a énormément
de possibilités, d'adaptation de l'environnement, de stratégies, de rééducation, de techniques à mettre en place par les proches, et cetera. Et donc, quelles sont les solutions qu'on propose de mettre en place? Déjà, c'est de proposer toujours des situations de handicap en lien avec l'environnement. Donc vraiment des situations de handicap et pas juste une déficience visuelle. Euh, et ensuite, on veut associer chacune des situations de la sensibilisation dans le monde virtuel qu'on va mettre en place à des stratégies et à des solutions pour montrer que déjà, il y a beaucoup de choses à faire et qu'en plus, il y a beaucoup de solutions et les personnes en situation de handicap sont capables et il n'y a pas de... Et c'est pas une chose horrible d'avoir un handicap. Et donc pour ça, on va aussi mettre en place des débriefings pour un peu revenir sur ces réactions premier degré ou c'est les premières réactions qu'on peut avoir en se rendant compte qu'effectivement, dans le cadre d'une sensibilisation, une situation de handicap, ça demande beaucoup d'énergie cognitive, c'est fatigant, etc. Mais euh, ça se limite pas à ça. Et donc, dans le cas de la donc, avant de parler un peu de ce qu'on a fait en réalité virtuelle, qu'est-ce que la réalité virtuelle? Alors, la réalité virtuelle, c'est le fait d'être immergé dans un environnement virtuel dans lequel on peut interagir et que l'on peut percevoir. Donc, vous avez à droite une personne qui, en fait, a un écran ici avec un environnement, par exemple la campagne, et qui marche sur un tapis roulant. Donc, cette personne va pouvoir se déplacer en restant sur place. L'écran et la vision va changer comme si elle se baladait sur le chemin. Nous, on va utiliser une deuxième type euh, de réalité virtuelle qu'on voit ici en bas, à gauche. Il s'agit de lunettes avec deux images différentes pour les yeux qui va reconstituer la vision en 3D par la stéroscopie et qui ressemblent aux images qu'on pouvait avoir les anciens jeux pour enfants, où on pouvait visiter, grâce à une image en 3D, un lieu. Mais là, contrairement à ces images qu'on avait comme des sortes de diapositives ou de diaporamas, quand on bouge la tête, en fait, c'est comme si on bougeait la tête dans le monde virtuel. Donc, l'image va être recalculée, on va pouvoir se déplacer. Si on marche 1 mètre dans le monde réel, on va marcher 1 mètre dans le monde virtuel. Et donc, quels sont les environnements qu'ont pu visiter les personnes en sensibilisation? On avait du coup l'appartement avec un coin salon sur votre gauche. Ils ont par exemple commencé par allumer la télé avec une télécommande qu'il fallait trouver, donc en la rangeant par exemple tout le temps à la même place, et trouver les chiffres en apprenant que sur le 5, il y avait un repère tactile, notamment. Ensuite, ils ont pu aller essayer de lire le journal en essayant les stratégies en se rapprochant pour le grossissement physiologique, mais également tester une loupe virtuelle pour mieux voir ce qui s'y fait. Ensuite, on a sur le sol un certain nombre d'obstacles contrastés, comme celui-là qui va être vert, mais non contrastés, comme un nounours du même couleur que du carrelage ou un nounours des mêmes couleurs que le tapis. Et donc, on va pouvoir aborder le fait que dans les stratégies, il faut dégager les espaces et ranger ce qu'il y a au sol. Ensuite, en se dirigeant vers la cuisine qui est sur la droite de l'image, on va avoir des boîtes de conserve avec ou sans gros caractères. On va avoir également des portes qui vont être ouvertes pour aborder le fait qu'il faut toujours soit laisser tout ouvert, soit tout fermé, et fermer les portes de placard surtout à hauteur de la tête. On va avoir les frigos avec notamment des stratégies qu'on va pouvoir faire apparaître ou disparaître des lignes des lignes contrastées sur les étagères pour pouvoir mieux s'y repérer malgré la lumière et le blanc du frigo. Et quand les personnes vont dans la rue, ensuite on va pouvoir aborder la canne blanche par exemple pour se tenir, pour identifier les obstacles au sol comme par exemple les travaux ou les poubelles, mais également les grossissements électroniques ou pas pour les chiffres, pour voir à distance les numéros de maison par exemple. On va avoir un passage piéton avec un feu piéton qu'on va pouvoir déclencher et avoir le retour sonore. Donc ça va permettre de vraiment entendre le feu comme stratégie pour traverser. On va avoir également une école avec un escalier qu'on va pouvoir mettre aux normes ou pas, notamment avec des bandes de couleurs sur les contre-marches et les mains courantes.
Ensuite, on va voir l'école, avec notamment, quand les personnes vont traverser des obstacles au sol qu'on va pouvoir proposer de ranger. Les tableaux, numériques qu'on peut mettre en numérique et pas numérique avec une lumière qui va se réfléchir ou non. On va avoir les écrans déportés pour que l'étudiant puisse avoir accès de manière rapprochée aux mêmes informations qu'il y a marquées au tableau. On va également avoir des papiers qui vont être soit des papiers ivoire, soit du papier blanc en fonction du confort, des règles et des équerres qui vont être adaptés ou non pour voir lesquels sont vraiment plus faciles à voir avec du contraste, une calculatrice qui peut être parlante ou pas, mais également les écrans d'ordinateur avec les icônes qui vont être de différentes tailles ou plus ou moins rangées. Et en fait, une fois qu'on a fait tous ces scénarios, où chaque activité dans ces scénarios va être liée à une stratégie, au moins une stratégie ou des techniques, on va demander aux personnes d'aller dans le quatrième monde virtuel qui est le pub et qui est un peu spécial parce qu'en fait, on a glissé plein de choses dans le pub qui ne sont pas adaptées. On va avoir notamment des écritures qui sont pas forcément lisibles et donc les gens vont pouvoir dire au final et reconnaître que faudrait plutôt aller vers des écritures dactylographiées que des écritures manuscrites ou cursives. On va avoir également l'encombrement du passage, heu, des obstacles non contrastés et bas, un escalier dont les marches ne sont pas aux normes et où il n'y a pas non plus, de rampe ou de main courante. Sur, l'arrière, on va avoir des portes qui sont pas ouvertes, transparentes et non marquées, et également de l'éblouissement, la couleur gris en général et cetera. Mais également, de la vaisselle, de la monnaie et cetera. Et donc, en demandant aux gens d'aller dans cet environnement et d'essayer de diagnostiquer à la fois, les situations qui peuvent être plus problématiques ou qui peuvent être problématiques dans le cadre de la déficience visuelle, on va leur demander quelles sont les stratégies, ou les solutions qu'ils auraient apportées face à ça. Hem, on va demander pour l'espace, mais également pour les activités qu'on fait dans ce lieu. Là, c'est un pub, par exemple, donc on va, devoir commander, payer, manger, et cetera. Et donc, on a pu voir en fait quels étaient les messages qui étaient bien compris suite à la sensibilisation par les personnes qui ont suivi la sensibilisation et quels sont les messages qui sont peut-être à revoir. Donc, dans les messages bien compris, il y a l'accès à la lecture et les stratégies visuelles, c'est-à-dire que tout ce qui est écriture non lisible, ça a vraiment été bien compris. Tout ce qui est avoir des objets dont on peut se rapprocher, ça a été également bien compris. Il y en a qui ont proposé d'avoir des alternatives en braille ou en audio, voire même demander l'aide à des personnes. Donc ça, vraiment cité par quasiment tous les participants. L'encombrement du passage aussi, un message qui est très bien passé et qui a été compris vraiment par beaucoup de personnes, qui est ranger les tables, ranger les chaises ou les obstacles dans le passage, mais également, éviter les obstacles bas et non contrastés. Ça a été, bien compris et cité vraiment, beaucoup de fois. C'est ce qui a été d'ailleurs une découverte pour pas mal de participants. Et par contre, il y a tout un certain nombre de messages sur lesquels il faut soit à revoir, soit appuyer en sensibilisation, qui sont, moins compris. Notamment, pour la signalétique, donc il y a plusieurs personnes qui ont, dit que c'est très bien de mettre, pour que ce soit plus lisible, des panneaux lumineux et ou clignotants, alors qu'en cas de photophobie ou d'éblouissement, par exemple, au contraire, ça va être moins lumineux. Plusieurs fois, les bandes réfléchissantes ont été citées au lieu des bandes contrastées, que ce soit au sol ou sur les objets. Et également, la définition de l'espace, on a eu il y a eu une tendance à la surdéfinition de l'espace, c'est-à-dire que des bandes de guidage, plutôt que d'avoir une seule bande de guidage pour définir un obstacle ou pour se déplacer jusqu'à la sortie, et cetera. Des gens qui voulaient mettre des bandes de guidage entre toutes les tables. Donc vraiment quelque chose d'assez tentaculaire, mais également des gens qui voulaient pour, gagner en lisibilité, mettre des couleurs un peu dans tout l'espace qui en fait perdaient en lisibilité au lieu d'augmenter la lisibilité de l'espace. Il y a une tendance à la surprotection. En fait, un certain nombre, de personnes nous ont dit, par exemple, qu'il fallait éviter de mettre les toilettes à l'étage parce qu'il faut éviter que les personnes avec déficience visuelle prennent l'escalier. Ce qui en soi, n'est pas vrai parce qu'il y a des techniques déjà pour monter les escaliers en toute sécurité et également un escalier qui est aux normes, ne pose pas de problème particulier. Également, il y a eu plusieurs fois la proposition de mettre, sur les coins de table des protections comme pour les enfants, heu
Voilà, alors que c'est pas nécessaire, de protéger tous les coins des tables basses et des tables d'une maison et cetera. Également, il y a pas forcément le réflexe de penser aux activités spécifiques, même si on l'avait précisé dans l'énoncé. Peu de personnes ont, imaginé commander, payer, donc il y a eu beaucoup les déplacements et la lecture effectivement, mais après pour le reste, manger, payer, ça a été commander, savoir où est le serveur par exemple, ça a vraiment été, peu imaginé et de manière générale, l'interaction avec les autres personnes et les autres êtres humains dans la pièce n'a pas forcément, n'est pas forcément un automatisme, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on va faire, souvent et sur lequel on peut aussi, gagner en efficacité de manière générale. Enfin, il y a tout ce qui est patrimoine sensoriel qui est pas forcément pris en compte dans la sensibilisation, c'est-à-dire que, quand on a déjà vu un objet, par exemple, une fois qu'on le voit mal, on va avoir mieux tendance à le reconnaître ou si on connaît un certain son ou certains endroits, on va pouvoir après mieux s'en sortir, hem, dans le même, endroit ou et cetera. Donc en fait, toutes les connaissances qu'on va pouvoir avoir, on va vraiment pouvoir les réutiliser et notamment niveau visuel, donc là, peut-être faire dans des situations non connues ou totalement imaginaires, où ça devient très difficile, de se reposer sur ce qu'on connaît déjà, pour reconstruire en fait, l'environnement à partir des informations limitées qu'on va avoir. Donc pour conclure un petit peu, il y a de nouvelles opportunités dans la simulation numérique, notamment sur des choses qui sont pas possibles en termes de avec des lunettes. Je pense par exemple dans le cas de ce qu'on a présenté à l'autocomplétion. On peut visiter de nombreux endroits virtuels et faire face à de nombreuses situations à partir du même endroit. Donc là, rien que, dans la même salle, on a pu voir se déplacer dans un appartement entier, dans une rue, dans un pub et dans une salle de classe. On va également avoir, des adaptations qu'on peut faire apparaître et disparaître. Par exemple, on a mis aux normes un escalier, hem et on a pu enlever ou rajouter très facilement, pour voir la différence en fait que ça faisait et également la situation de déficience visuelle, on peut l'enlever ou la remettre pour se rendre compte de la différence. On va pouvoir proposer également des exercices de diagnostic dans un environnement qui est toujours le même, c'est-à-dire que, l'avantage des différents endroits et de situations avec la réalité virtuelle, c'est qu'on a juste besoin de prendre l'ordinateur et les lunettes de simulation et on peut retrouver le même espace n'importe où. Et donc là, on va pouvoir avoir des éléments qu'on a fait précisément pour être non accessibles ou peu accessibles ou avec des défauts et on va pouvoir, l'utiliser pour faire des exercices de diagnostic pour vérifier les messages qu'on a passés. Voilà, je vous remercie de votre attention, pour ma présentation. Je remercie Lariba également pour, cette invitation et à très bientôt.